Et bonsoir à tous et bienvenue, et bonsoir à toutes, bienvenue Litena, tes preuves sur la BDR TV. Et avant de commencer cette émission, déjà bonsoir à vous. Est-ce que vous êtes bien les casseurs de réalité? Vous nous avez manqué depuis la semaine dernière. Tu m'as manqué depuis la semaine dernière, c'était il y a 2 jours. Tout le monde a manqué. Est-ce que Raven Irons a une très grande annonce à vous faire? Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready for that? Are you fucking ready for that? J'en peux plus, annonce le bail. Et bah depuis la dernière émission, il y a 2 jours, et ben la BDR TV est officiellement affiliate sur Twitch. Est affiliate sur Twitch. Respectez-nous le Twitch Game. Grâce à vous, grâce au travail acharné de la BDR TV, grâce à lui, grâce à vous, grâce à tout le monde, sauf à moi, nous sommes affiliates sur Twitch. Bonsoir, Sally est là. Et t'as vu, on n'est pas trop en retard. Et YOLO Litena, parce qu'à un moment donné, il va falloir nous respecter, nom d'une pipe en bois. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais où on est? Mais quittez, on est affiliate, bang bang. Peut-être la plus grosse explosion de joie du Twitch Game ce soir, c'est nous, c'est ici que ça se passe, sur la BDR TV. Si t'es pas ailleurs, tu dois être ici. Si t'es ici, tu vas pas ailleurs, sur la BDR TV, frérot. Affiliate Twitch, who's that boss? That's me, that's here, that's you. That's here, ça veut rien dire, on s'en fout, on kiffe. Et bienvenue à tous et à toutes sur la BDR TV, sur cette émission spéciale de débriefologie. Et je suis avec le grand Raven Irons, papa caché de Benicio del Toro, parce qu'on va parler Sicario 1 et Sicario 2, qui ont eu 2 réalisateurs complètement différents, donc 2 lignes artistiques deux styles complètement différents qu'on a vu il y a quelques temps déjà. Et on rappelle le concept de la débriefologie. La débriefologie, c'est un débrief film sur une dilogie, trilogie, tétralogie, hexalogie, ce que tu veux. Voilà, toutes les logies que tu veux. Et là, pour cette émission, nous allons traiter d'une dilogie qui parle de Cartel Mexicano. Contrairement à The Hobbit où on a fait vraiment d'un bloc, là on va faire film par film. Je pense que c'est le mieux pour ça. Ouais, pour cette dilogie. Si vous avez vu cette dilogie, n'hésitez pas à intervenir sur le chat, à nous dire ce que vous en avez pensé. Si jamais ça vous intéresse et que vous ne savez pas trop, vous inquiétez pas, il n'y a pas de spoiler. Alors, oui, normalement il ne devrait pas y en avoir. Peut-être que de 1 au 2, il y a forcément un truc que... Alors oui, c'est sûr qu'il y a vu qu'il y a un numéro 2, il y a certains personnages qu'on retrouve dans le numéro 2, donc il y a des circonstances du numéro 1 qui va être logique, ça va être logique. Qui joue sur le numéro 2, exactement. Mais avant de vous présenter le pitch, je vais laisser Raven vous présenter le réalisateur et les acteurs qui jouent dans Sicario 1. Donc Sicario, sorti en 2015, réalisé par Denis Villeneuve. Donc Denis Villeneuve, c'est le réalisateur de Prisoner, de Blade Runner 2049, et puis bien d'autres films qui ont marché. Et puis c'est le c'est le réalisateur du prochain film Dune qui va sortir, je sais plus quand, il y a une date je crois. Bref, je me rappelle plus. Alors on va juste bouger la fenêtre de chat parce qu'on le voit pas très bien. Voilà, c'est un peu mieux. Donc c'est scénarisé par Taylor Sheridan, scénariste de Comancheria et réalisateur de Wind River, mais aussi ancien acteur qui a joué dans... Les Frères Scott. Non, j'ai oublié, Son of Anarchy. D'accord. Enfin, oui, c'est ça, ouais. Je me trompe pas. Non, c'est presque ça, mais c'est pas ça. C'est les Frères Scott avec des motos. Voilà, et puis des guns et de la drogue. Comme quoi. Jamais vu, mais ravi de découvrir en votre compagnie. On est content que tu découvres ça en notre compagnie. Et bienvenue à celles qui nous rejoignent sur la BDR TV. Donc, Denis Villeneuve, voilà, je pense que pas mal de gens maintenant connaissent Denis Villeneuve, même toi d'ailleurs. Malheureusement, oui. Malheureusement, t'avais aimé Prisoner, je crois. Alors Prisoner, je l'ai pas vu en entier. Et oui, je l'ai découvert sur un film complet avec Blade Runner. Oui, bon, peut-être pas le meilleur des films, mais bon. Alors, c'est avec Emily Blunt, donc qui a joué dans Sans un bruit et Edge of Tomorrow. C'est avec Benicio del Toro, comme on l'a dit, Sin City et Savage. Pourquoi tu cites ces 2 films-là? Parce que c'est... Il y en a un sur lequel il a joué. Oui, il y en a un, mais j'allais le dire après, mais je pense que Sin City, Savage... Parce que Savage, déjà, se rapproche du film Sicario, mais je pense que c'est les films que le grand public connaît. Et après, bien sûr, il y a Las Vegas Parano, mais c'est un vieux film et je ne sais pas si c'est le film qu'on citera pour cet acteur, à vrai dire. Alors, va falloir que toi et moi, on apprenne à rester en bons termes sur des choses de base. Mais Captain Gonzo, c'est pas pour rien. Dites-nous dans le chat, si on vous dit Benicio del Toro, est-ce que quel film vous nous citez en premier? Ouais, bon, bah.
Litena, Comme par hasard. you talk English, you are awesome. You are awesome. Yeah. Bon, passons. Il y a aussi Josh Brolin qui a joué dans Avenger et No Country for Old Men parce que j'avais envie de faire ce petit raccord par rapport à un débriefing qu'on a eu. Et puis le film Sicario ne s'éloigne pas des tonnes de No Country for Old Men. Au niveau du cadre, non. Ouais, bah ouais. Il y a John Bertal qui a joué dans la série Walking Dead, qui a joué dans Punisher. Non. Voilà, c'est les séries où on l'a connu, je pense. Après, il a joué dans d'autres films, mais je pense que c'est les séries qu'on va retenir. Il y a Daniel Kaluuya, qui a joué dans Black Panther, qui a été découvert dans Black Mirror, mais qui a aussi eu un grand succès dans Get Out, qui a été débris filmé d'ailleurs aussi. D'ailleurs, vous retrouvez sur notre chaîne secondaire dans un autre site très connu en rouge. Donc il y a Victor Garber qui a joué principalement dans des séries, notamment Alias et la série Power. Il y a Jeffrey Donovan qu'on retrouve, Jeffrey Donovan qui a joué dans The Good Criminal. Il y a lui. Oui, il y a Jeffrey Donovan. Quel moment c'est un des inspecteurs qui travaille avec Josh Brolin. Purée, je savais pas, tu vois. Donc la musique est faite par Johansson. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça parce qu'il y a des accents sur les O et tout ça, mais bon. La prononciation exacte, je ne sais pas. Donc, il a fait aussi, il a fait beaucoup de films, mais principalement des films avec le réalisateur Denis Villeneuve, donc Prisoner, Premier Contact et bien d'autres. Voilà pour le casting du premier. C'est le premier film. C'est le premier film. Alors attends, Las Vegas Parano, c'est la vie. Ça, je ne peux que te rejoindre. Benicio, il défonce tout dans tous ses films, même les moins bons. Et figure-toi que dans ce film, il crève l'écran. Il est vraiment très fort. Ouais, ben voilà. Ce rôle lui va parfaitement bien. C'est-à-dire que c'est vraiment un rôle qui colle au personnage. Sicario, je pense que en fait, dans sa filmographie, il a énormément de rôles dans des cartels et des gangs et trucs mexicains, en fait. Donc, je pense que c'est ses origines et le fait qu'il puisse parler espagnol. Il a la tête aussi. Il a une gueule, il est exceptionnel. Et Daniel Kaluuya, le bonhomme, l'acteur de Get Out. Ouais, il est bon. Dans Get Out, très bon très acteur. fort. Et puis là, pareil, il est très bon aussi. Alors, on le voit pas énormément, mais il est très bon. Alors, Sicario, de quoi ça parle? Donc, on a dit que ça parlait de cartel de drogue. Pas que. Il y a une vraie problématique derrière où il y a une sorte, j'avais pas envie de dire de milice, mais d'une officine privée qui est rattachée à la CIA ou à un des services armés. Salut la team, salut Easy Mystery, qui est rattaché à un des services du gouvernement américain. Et qui prend. Je crois que c'est la CIA, c'est la CIA, et qui mobilise une militaire qui est dont l'interprète est Emily Blunt, avec son camarade Daniel Kaluuya. J'ai oublié leur nom, moi, parce qu'on l'a vu le film il y a quelques temps. Alors, le nom, ouais, alors, on peut retrouver ça dans le casting, bien sûr, mais là, je sais pas si. Si tu vas sur casting, il y a les noms à côté des photos. Oui, bien sûr, on va aller voir. Mais hop là, donc le premier, non, ça c'est pas le premier, c'est le deuxième. Hop là, on va retrouver le premier. En avance. Ouais, donc oui, Emily donc Blunt, le premier, donc Kate. Qui joue Kate, et Daniel Kaluuya qui joue Reggie. Et du coup, les deux sont... Il y a Josh Brolin qui joue le personnage de Matt, qui vient récupérer... Un des agents de la CIA. Qui vient récupérer des militaires pour une opération particulière avec une exfiltration d'un prisonnier qui commence comme ça du Mexique vers les États-Unis. Et elle va être confrontée du coup au fonctionnement de cette officine qui est rattachée à la CIA, et elle va voir un peu comment... c'est un nouvel univers parce que elle est plus agent qui va sur le terrain pour chercher la drogue et tout ça. Et là, on va dire qu'elle passe au niveau supérieur de la police. Si exactement. Au début, en fait, le service militaire qu'elle représente aux États-Unis, c'est vraiment pour intervenir sur les gros coups à la frontière pour récupérer les gens. D'ailleurs, la scène d'ouverture du film, elle est vraiment... La fameuse maison. La fameuse maison. La scène d'ouverture du film, elle est dingue. Elle est dingue parce qu'on le voit venir. Moi, je sentais qu'il allait avoir un truc chelou dans ce goût-là. Mais la manière... On reviendra juste après sur la manière qu'a Denis Villeneuve de mettre en scène. Mais ces deux films ont une particularité, c'est que vu que c'est pas les mêmes réalisateurs, et apparemment ils se font un choix de ne pas avoir non plus le même réalisateur pour le troisième. Ils veulent que alors on n'a pas d'infos supplémentaires pour juste le troisième, mais... Il serait en chantier, c'est-à-dire il serait dans les tuyaux, mais il serait pas encore lancé au niveau de la réalisation. Et là, on découvre que donc Matt Graver, interprété par Josh Brolin, a dans ses coéquipiers ce fameux Alejandro qui est campé par Benicio qui est campé par Benicio del Toro, qui est un personnage assez particulier. C'est-à-dire que au départ, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Ouais, on nous dit juste que c'était un ancien avocat. Voilà, c'est un ancien avocat, et
qui a Raoul Duke avait un avocat de dingue, C'est ça. n'est-ce pas? Donc c'était un ancien avocat qui se retrouve du coup à travailler pour Matt et qui voit arriver dans l'équipe donc Emily Blunt qui interprète Kate et Reggie. Et ils vont vite comprendre que le mode de fonctionnement C'est de pas Matt, le même monde, ouais. il y a deux univers. C'est-à-dire qu'il y a l'univers de ceux qui combattent la drogue aux États-Unis, donc voilà l'image qu'on peut s'en faire, interpeller les gens, faire des perquises, éviter les fusillades ou les gérer du mieux possible avec la DEA, le FBI, etc. Et cette autre officine, parce que c'est clairement pas officiel, ça appartient au gouvernement, le gouvernement sait qu'elle existe, mais en tous les cas, moins on fait de bruit autour, mieux c'est. En fait, Et on si comprend dans le film si pourquoi. ça marche, c'est eux. Si ça marche pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les méthodes qui sont employées, sans parler forcément de violence, mais même au niveau du rapport qu'il y a entre les personnages durant tout le film, vous montrent qu'il y a plusieurs manières de combattre des réseaux. Et ce Matt les utilise à plein régime. C'est vraiment un gars, c'est pas qu'il a pas d'état d'âme, on va dire qu'il a été confronté à la réalité du terrain durant son service, puisque c'est un ancien gradé, il est reconnu dans la profession. Il a eu un passé assez douloureux, on va dire. Voilà, il a un passé assez douloureux qui se traîne, et puis bon, bah, faut combattre le feu par le feu. Et très sincèrement, moi je retiens du film, alors John Bertal qui joue donc, dans The Punisher et The Walking Dead, je sais pas qu'il est accessoire. Ouais, non, si vous aimez l'acteur, il est pas mal dans Baby Driver. Hein. Non Dans Baby Driver. Oui, mais pareil, c'est accessoire. C'est un personnage secondaire qui est très bon parce que c'est un très bon acteur, il joue très bien, mais on le voit pas beaucoup. Et il joue à peu près le même rôle. Le rôle du beau gosse, un peu borderline. Un peu, ouais, badass. Voilà, vu que c'est un beau mec, il a une gueule un peu carrée, il a une voix assez grave, il en impose de par sa carrure. Sa voix est géniale. Et on le colle dans ce genre de rôle. Alors, on espère qu'on lui donnera la possibilité de s'exprimer dans d'autres rôles, parce que le mec, il casse la gueule à tout le monde, j'espère. Parce que dans Le Mans 66 et dans Le Mans 66, il est très bon et il ne campe pas du tout le même rôle. Et il montre qu'il a un vrai jeu d'acteur. Donc lui, il est intéressant. Reggie, il est crédible. Oh, il est très très bon cet acteur. Reggie, il est plus que crédible. Bon. Mais vraiment, si on doit... moi, je retiens toujours la même performance, Benicio del Toro. Il guide le film. Il y a Josh Brolin à côté qui est pas mal. Est un excellent mais acteur. Ouais, Benicio del Toro, dès qu'il n'y a plus de Josh Brolin et Benicio del Toro est avec un autre acteur, maintenant, ils se complètent bien les deux. Ouais, grave. Ça, c'est incroyable. Ils se complètent très bien. C'est incroyable. Et je crois qu'ils avaient déjà joué dans un film ensemble, mais là, c'est assez ouf. Ouais, ils se complètent bien. Et il a vieilli, Benicio del Toro. C'est pas celui qu'on avait dans Las Vegas Parano, en anglais Fear and Loathing in Las Vegas. Mais là, on a un acteur, il a la gueule et même le visage. L'expression qu'il a sur son visage. Tu vois, il y a un passé, c'est exceptionnel. C'est fou, parce qu'on pourrait presque croire que c'est un vrai. qu'il raconterait presque son histoire. Ouais, et que c'est un vrai Sicario d'ailleurs. Parce que Sicario, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, parce que, excusez-moi, la terminologie. Sicario, ça veut dire tueur à gage, et le film s'ouvre comme ça, en décrivant ce que veut dire Sicario, c'est dire tueur à gage en espagnol. Et alors, le film, ça c'est la... C'est la BO, ce que vous entendez derrière, c'est la BO justement du film par Johan Johansson. Et qui est pas mal, et qui accompagne bien le film. Alors peut-être que tu as des choses à nous rajouter toi sur le film avant qu'on attaque sur la réal et la mise en scène. Ouais, bien sûr, alors juste des petits mots parce qu'en fait on va dire que cette dilogie est suivie, a un lien quand même, c'est le scénariste parce que c'est lui qui a créé l'histoire et c'est lui qui, on va dire, qui a lancé la production du film. Ouais. Et en fait, lui c'est un scénariste qui est né au Texas, alors je vais le citer, hein, il a dit « Il n'existait aucun film sur la manière dont la vie a changé dans le nord du Mexique, sur la façon dont la drogue et la corruption gouverne tout désormais et sur l'évolution des cartels qui sont devenus des groupes militarisés. Pas un seul film ne parlait de cela, ni de la façon dont la grosse machine qu'est le gouvernement américain traite ces problèmes qui débordent de son côté de la frontière. » Donc voilà, c'est ça qu'il voulait faire passer avec le premier film en fait. Et vite fait, j'ai dit qu'il avait scénarisé aussi Comancheria. Et en fait, il voyait... je le montrerai peut-être, il est pas mal le film. En fait, avec Comancheria et celui-là, Sicario, il disait que ces deux films font partie d'une trilogie qui parle en fait du Nouvel Ouest, tu vois. Genre en gros, t'avais le western, mais là ça a évolué. Le nouveau Far West. Ouais, voilà, le nouveau Far West, le nouveau Ouest, tu vois, en fait, ces deux films-là font partie d'une trilogie.
Et je sais pas si Wind River, le film qu'il a réalisé lui, fait partie de ça aussi, mais je suis pas sûr. Peut-être qu'il y aura un troisième film pour compléter ça et tout. Alors il y a beaucoup de thématiques dans le film, on a la thématique forcément de la drogue, on a aussi la thématique migratoire, puisqu'il faut savoir que les flux migratoires, les raisons qui poussent les gens à émigrer, à changer de pays, diffèrent selon les régions du monde, on est d'accord. Donc par exemple dans votre réalité, ceux qui se dirigent vers l'Europe viennent essentiellement d'Afrique subsaharienne ou d'Europe de l'Est, donc plus exactement du Moyen-Orient, et c'est les conflits armés qui les font se déplacer. Aux États-Unis, l'immigration, on va dire l'un des plus gros flux migratoires, peut-être pas le plus gros, mais l'un des plus gros, d'ailleurs, c'est pas le plus gros, vient directement d'Amérique latine. Donc on a tout un continent qui remonte du coup du côté nord-américain, et le Mexique connaît énormément de passages, donc déjà parce qu'il y a le trafic de drogue. Le trafic de drogue, pourquoi le Mexique ? Parce qu'en fait, en Amérique latine, tout ce qui est cocaïne et tout est produit dans des pays tels que la Colombie, le Brésil, et puis le marché, la seule autoroute que vous avez de disponible par les terres pour atteindre le public américain, qui est l'un des plus gros consommateurs sur ce continent-là, enfin sur le continent Amérique du Nord par rapport à l'Amérique du Sud, ça passe par le Mexique. Donc sur la frontière mexicaine, il y a un vrai enjeu politique, il y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu sociétal. Les US et leurs problèmes sans fin avec le concept de frontière. Complètement. Et dans le film, à un moment donné, il a parlé de frontières. On va venir à la réal parce que Denis Villeneuve, autant sur Blade Runner, j'avais envie de le frapper. Mais comme ça, tu vois, Denis Villeneuve. Parce qu'à un moment donné, Denis Villeneuve, moi, tu me fais du minimaliste avec Blade Runner. Et j'ai pas compris. J'étais perdu. C'est un choix, mais après, à vrai dire, c'est un choix qu'on retrouve quand même dans Sicario, même s'il change sa réalisation par rapport... Enfin, par rapport à tous les films qu'il a, on peut rapprocher Premier Contact et Blade Runner, mais par rapport à tous ces films, il a jamais la même patte. On retrouve son essence, mais il a jamais la même patte. Et là, clairement, il change par rapport à Prisoner ou alors à Ennemi qui était sorti juste avant. En fait. La réal, elle est dingue. Sur ce film, la réal, elle est. Alors c'est ça qui est ouf. C'est quand même de voir un film avec une telle technique qui vous parle de trafiquants de drogue. Parce que, alors j'ai pas vu tous les films sur les trafiquants de drogue, tu vois, j'ai pas il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bon, il y en a qui sont plus ou moins bons, il y en a qui sont plus ou moins de bonne facture. Bon, donc tout ce qui est en tous les cas attrait au grand banditisme. On va pas parler forcément de trafiquants de drogue, mais tout ce qui est attrait au grand banditisme. Finalement, au niveau de la réal, même sur le cheminement que ça prend, c'est assez classique. Et... Après, c'est vrai que tu as les films, on va dire, qui ont marqué le genre de cet univers-là, de cartel et tout ça, qui ont marqué. Et après, il y en a beaucoup qui ont découlé, qui sont devenus des films, on va dire, série B, série B, direct to DVD, quoi, qui ont voulu surfer sur le succès, quoi. Bonsoir Dova. Ah, bonsoir Dova. Dova, tu nous as manqué mardi soir, tu as raté une partie de visage exceptionnelle. Et c'est pas impossible qu'on restream du visage, d'ailleurs. C'est pas impossible. Bonsoir Dova, oui, tu vois, tout le monde t'attendait Dova, on n'attendait plus que toi. On commence du coup la débriefologie puisqu'on attendait Dova qui était en retard. Voilà, donc c'est bon, on peut... Non, c'est bon, on peut lancer Dova. Non, on plaisante. La réal de ce gars, il y a un passage dans le film, je vais en parler. Il y a un passage dans le film où la tension... Tu vois de quel moment je parle? La tension. La frontière. La frontière. C'est ça. La scène la plus forte du film. La scène la plus forte du film, on ne vous raconte pas ce qui se passe dans cette scène, mais à un moment donné, il y a un énorme enjeu au niveau de la frontière américaine, il l'a dit Easy Mystery. Et cet enjeu-là, il arrive à le retranscrire. Je vois, vous l'avez dit que Visage était terrible. Là, moi j'ai aimé, Raven n'a pas trop aimé. Il y a un enjeu autour de la frontière américaine qui est fort. Et il y a une réelle tension qu'il arrive à retranscrire durant une scène de dingue. On a rarement vu dans ce genre de film ça monte crescendo vraiment, une scène aussi bien travaillée sur le rythme, aussi bien travaillée sur le regard, sur les plans. Tout est pertinent. Et quand ça tombe, c'est quand même assez... On sait que ça va tomber. Mais la musique, la mise en scène, l'accélération des plans, la pression avec les personnages, parce que on va dire qu'il y a un personnage en fait qui nous représente, c'est un personnage qui est la femme, donc Kate, Emily Blunt, qui est dans la voiture et qui n'est pas habituée à ce genre d'univers, qui est plutôt dans un fonctionnement... D'action, elle va sur l'action. Oui, mais plus formel en fait. Elle doit faire ça, on lui dit de faire ça, elle déroge pas, elle s'écarte pas du chemin. Et là, c'est vraiment un moment avec cette équipe et un univers où, vu qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, elle n'a pas de repère, elle sait pas où aller. Et en fait, eux, surtout Benicio del Toro, donc Alejandro et Matt Graver, Josh Brolin dans la voiture, savent je pense qu'ils savent ce qui va se passer. Ah oui. Ils savent, donc ils se contrôlent.
ils savent, mais elle est perdue. Elle est complètement, elle voit des trucs, elle est perdue, et nous en fait, on est comme elle, On en est fait, perdu dans le avec film, elle. et on ressent la pression qu'elle ressent. Exactement. Et la scène est montée de manière à que la pression monte crescendo, et on le ressent exactement, et c'est assez ouf. Et tout quoi, part en de fait. son point de vue Et d'ailleurs. ouais, Quand c'est la ça. scène se déclenche, tout part de son point de vue. Et en fait, il y a un malaise que le réalisateur veut installer à ce moment-là, où bah, elle ne sait pas du tout ce qui va se passer. Les deux personnages, on va dire, phares, qui dirigent l'opération, eux le savent parce qu'ils ont l'habitude d'avoir les mains sales pour faire vivre leur taf, hein, et rendre des comptes à la CIA. Et elle, bah, du coup, qui travaillait pour le ministère de la Défense, mais du côté Oui. de l'armée, Vu que voit- s'il y a débordé, elle se faisait taper sur les doigts. voit comment fonctionne la CIA, qui a beaucoup plus de liberté dans ses agissements et puis même au niveau de la tenue, hein, je rêve, le capitaine s'est payé une bête de chaise Ouais, pour Gamer de la mort qui C'est tue. incroyable. Hein. Ça, tu vois, c'est parce qu'on est affilié de Twitch. Oui, c'est vrai. Évidemment, on il était est pas là. affilié On est affilié de Twitch. depuis donc, le dernier live. Ouais. il va y avoir des petits icônes pour les abonnés, des petits Et emojis, ouais, on travaille pour peut-être ça. une petite tête de va. Une petite tête d'ova. Voilà, mais je suis en horaire chelou en ce moment avec le Ouais, télétravail. c'est donc je m'attends- compréhensible. c'est En tous les cas, compréhensible. merci à celles et à ceux qui se connectent à la BDR TV. On vous kiffe. Et c'est vrai que dans le film, cette scène-là, elle est charnière parce que du coup, elle va nous amener sur d'autres scènes après qui vont vous montrer plus ça va aller, plus on va être dans le questionnement parce qu'il y a un truc qui travaille bien, Denis Villeneuve, c'est que les questions qu'on se pose par rapport au personnage de Josh Brolin et de Alejandro, bah, non seulement il va pas y répondre tout de suite, mais il va pas y répondre presque du tout. Vous allez avoir des éléments de réponse. Il y a même des réponses qu'on a dans le deuxième film Voilà. et qu'il n'y a pas dans le premier. Alors je pense que les réponses qu'il y a dans le deuxième film, je sais pas si le deuxième film était voulu de base, ça tu nous le diras après. Non, c'est parce que le premier film a très très bien marché. Il n'était pas prévu du tout. Mais par contre, on a le même scénario sur le deuxième film. Voilà. Donc je pense que c'est une continuité de ce qu'il a voulu raconter du premier. Et le film, et c'est là qu'on va parler de Benicio del Toro, c'est-à-dire que vous avez l'agencement des péripéties qui s'amoncellent les uns les autres, et donc on voit comment évolue Emily Blunt au milieu de tout ça. À la fin du film, il y a une scène qu'on va pas décrire, Exceptionnel. elle est particulière. C'est-à-dire que c'est quand même bizarre d'avoir un film de cet acabit-là qui vous parle de ce sujet-là et qui se termine par une scène comme ça. Ouais, Et nous, on peut pas développer sur cette scène-là, on peut vous parler que parce de que c'est un gros spoil et C'est un gros vaut spoil. mieux garder la Et surprise. c'est tout l'intérêt du film, parce qu'une fois que vous la regardez, sur le coup, elle vous choquera pas plus que ça. Mais elle donne à réfléchir. Parce qu'il y a une chose que on sait sans trop en parler, c'est que la CIA, les États-Unis en l'occurrence, sur la gestion du trafic de drogue, notamment, Surtout la CIA, elle a une réputation. on peut même dire le comme ça, gouvernement hein. américain. Oui, bah, on clairement. n'est pas dans la De toute réalité. façon, la CIA, c'est une gouvernement américain. Et la CIA a souvent fonctionné avec l'argent de la drogue. Hein. Ça, c'est un secret de polichinelle. Hein. On veut pas le dire, mais tout le monde le sait. Et ben, on vous montre que le gouvernement américain, c'est pas les plus nets pour régler les problèmes. C'est aussi pas le plus net. Voilà, on va dire qu'il joue. Il les crée aussi. Les problèmes. Il joue, voilà, il crée les problèmes et il joue pratiquement le même jeu que les cartels, quoi. En vrai. Si ce n'est pire. Oui, Parce si que ce n'est pire. c'est ça qui est dingue. Alors, je sais pas si le film nous questionne dessus, mais des fois, on trouve que les comportements de. C'est arabe. Non, c'est même pas moi, c'est régisseur, Tizik. De quoi, la La chaise chaise. C'est même pas, ouais, c'est à Tizik. Comme Stan, il fonctionne aussi avec la drogue. Ah ouais, le Stan de Monkey Island, il est tout le temps comme ça. Oui, ça, moi je kiffe quand il fait ça. Donc, si vous devez vraiment regarder ce film par curiosité, Non, franchement, même. allez-y pour la Je le réal, conseille fortement. les couleurs, le jeu d'Emily Blunt, c'est une actrice de talent. Elle est très forte, elle est très forte. Et là, on a un personnage central féminin qui, de par ses égarements, on n'a pas quelqu'un de fragile. Ouais. On n'a pas une femme qui Alors, pleure sous la douche, ouais, qui c'est dit ça. mais qu'est-ce qu'il Allez, fait Non Elle est, comment dire, elle est mince. Je Dans vais le dire, questionnement. Ouais, mais elle est prise par les événements, en fait. Dépassé. Dépassée par les événements, mais elle arrive quand même à gérer. Et on va dire que c'est la bonne morale du film, quoi. Vu que c'était, on va dire, la bonne citoyenne policière, en fait, qui Ouais, la suivait bonne- les ordres et qui voulait faire régner la paix. Et Voilà, celle qui a tout des ça, idéaux. ouais. Alors, on retrouve forcément un schéma classique. Ceux qui ont des idéaux et qui se retrouvent malgré eux confrontés à la réalité. Et on ne dira jamais assez ce mot sur cette chaîne. Ceux qui sont confrontés à la réalité du terrain et qui découvrent, malgré leurs bons sentiments, ou peut-être leurs principes ou leurs convictions, que tout ne se passe pas comme on l'entend. C'est un peu C'est comme ça. si... Je vais vous donner un exemple au hasard. Vous êtes prêts ? C'est un peu comme si moi, je voulais devenir policier et que je voulais défendre la veuve et l'orphelin et que je retrouvais une vidéo sur Internet où peut-être 3 agents de police ça tabac un producteur de musique sans sommation et en mentant sur un procès verbal.
Mais ça, c'est de la pure invention. Mais c'est Je ne veux glisser aucun message. c'est un peu le message du film aussi. C'est exactement ça. Clairement. Mais là, c'est pas que sur les policiers, c'est vraiment entre le gouvernement et les gangs de Et les cartels cartels tout ça. qui s'auto-alimentent dans la violence. Exactement. Mais ça, on le sait tous. Parce que vous avez vu Narcos. Dans Narcos, on le dit. Vous avez vu des... Bon, Scarface, on le dit pas trop. Parce que dans Scarface, c'est vraiment l'histoire d'un homme seul qui gravite et qui arrive à éclater au niveau de son... Voilà, de son histoire D'ailleurs, en parlant de Scarface, petite parenthèse, il y a eu le test de la PGR sur le jeu Scarface qui suit le film. Qui fait suite au film. Alors, j'allais dire une phrase qui allait porter à confusion. Tu m'as introduit. J'allais dire, tu m'as introduit ça comme il le fallait. Mais vu que Dova vient de dire si c'est Raven le père de la chaise, ça va finir en pierre tombale cette histoire. Tu vois, je me suis gardé de le dire, mais on l'a quand même dit. Parce qu'il n'y a pas de censure à la BDR TV. Et ouais, on l'a vu. Donc, la réal, dingue. Alors, on était où moi, je voulais rebondir sur justement cette scène du pont. Cette scène ça se passe sur un pont, parce que c'est à la frontière, ça se passe sur un pont. Et en fait, ils avaient demandé en fait à la sécurité intérieure de fermer le pont pour pouvoir tourner, et ils ont pas accepté tout simplement. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste reconstruit le pont intégralement pour faire la scène. Ça a dû coûter cher. Je veux pas lancer le débat, je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais comme par hasard, c'est la nana qui veut faire le bien, à comprendre les anti-héros ça existe, mais les anti-héroïnes c'est compliqué. Merci Dova pour le lien de la passe game. Après on peut lancer le débat, un peu plus compliqué dans le film, parce que on va dire que on se dit pendant un moment, ouais, le personnage d'Emily Blunt, c'est le bon côté, c'est le bon côté, c'est le bon côté, et plus le film avance, plus on se dit ouais, mais c'est pas tout blanc et tout noir, donc c'est le bon côté, mais parfois le bon côté faut le mettre à côté, quoi. Faut pas garder que son bon côté, et au bout d'un moment, Emily Blunt, son personnage, enfin, je peux pas spoiler, mais ça va un petit peu plus loin dans, ouais, mais dans du coup, discours-là. Là où elle a raison, c'est-à-dire que, ouais, elle garde un anti-héros, The Punisher, John Bertal. Mais que... Ah oui, non, d'accord. C'est ça qu'elle veut dire. Oui, un anti-héros féminin, d'accord. Exactement. Ouais. Et que là, du coup, on a du mal à passer le cap de mettre une anti-héroïne féminine. Oui, alors sur ce film-là. Peut-être dans ce film-là. Alors, il faut savoir que, d'ailleurs, le scénariste s'est battu pour garder un personnage féminin, parce que les producteurs voulaient remplacer le personnage féminin par un homme. Mais lui, vu qu'il avait déjà écrit le scénario pour un personnage féminin, il s'est battu pour garder ce personnage féminin. Donc on n'a presque pas eu de personnage... On n'aurait pas eu de personnage féminin. Parce qu'elle gravite dans un milieu d'hommes, et il y a quand même, et là pour le coup Litena, et là je pense que tu vas nous rejoindre, il y a quand même à un moment donné, bon, pas une scène de câlin, mais à un moment donné, voilà. Ouais, mais ça utile. Alors la scène elle est utile. Elle est utile. C'est ça qui est sympa. Qui est sympa. La scène elle sert à quelque chose. Oui, elle sert à quelque chose, mais oui. On précise, mais c'est vrai. Je pense qu'il joue avec ça justement sur le fait que de mettre une scène, il y a une fan, donc on met une scène de, on va dire, d'amour, c'est pas d'amour, mais plus érotique, mais justement il détourne ça, donc je pense que c'est un peu pour jouer avec les codes, non? Peut-être, ouais, parce que même moi je pensais que c'était parti pour, et puis bah non, ouais, quand tu vois le film, on pensait que c'était parti pour le show, et bah pas du tout. Et ça c'était cool. Ah, t'allais dévier là, là t'allais dévier vénère. Donc ça c'est cool, mais même son personnage à elle, il est intéressant parce que son personnage à elle, il faut vraiment le voir jusqu'à la fin. Oui, et jusqu'à la dernière scène. Hein. Jusqu'à la dernière scène, et il faut voir quelles questions elle pose, parce que finalement c'est peut-être... Les autres ont des... Dans Irréversible aussi, il y a une scène de câlin. Moi je le verrai jamais ce film, hein. Personnellement je me l'interdis, parce que je suis un peu trop fragile. Et si Sally est toujours parmi nous, elle peut le confirmer, je suis très 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 fragile. Mais là où son personnage est intéressant, ce qu'on pense, parce qu'encore une fois, on rappelle qu'à la BDR TV, on émet un avis qui est complètement subjectif. Exactement. Qu'on peut être d'accord sur un film tous les deux, ou pas d'accord, ça s'est déjà vu à plusieurs reprises, et vous en faire part. Mais il est très important pour vous, si un jour votre avis, ils disent, bah, ils disent de la merde les deux là. Rappelez-vous, critique YouTube, nos haters disent... On fait pitié. On fait pitié. On fait grâce. On fait pitié. Donc si vous dites ils font pitié ces deux-là, on va aller voir s'ils disent des bêtises, ou si vous êtes confronté que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas sur le Discord à nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, parce que nous on aime bien confronter nos points de vue dans le respect, toujours. Bien sûr. On s'est toujours respecté, et pouvoir échanger avec vous sur le sujet. Mais son personnage à elle, c'est ça qui est bien, je trouve, c'est que en dehors des questionnements qu'il pose, des réactions qu'elle a quand elle est face à certaines situations et certaines répliques de certains personnages, font que ça donne... on va dire qu'il y a Benicio del Toro qui donne la forme au film, qui crève l'écran et qui capte l'attention, et elle qui donne le fond au film. Tu vois ce que je veux te dire? Peut-être que je dis une connerie, hein. Peut-être que je suis pas... Mais je pense que le fond, vraiment ce qui donne au film... Le fond. Non mais vous êtes hardcore.
c'est gênant. Pardon. C'est gênant. C'est Ça. un commentaire YouTube qu'on a vu. C'est gênant ça. Ah oui, c'est vrai, on a eu ça. C'est gênant. On a eu ça comme commentaire. Oui, c'est gênant. Non, c'est gênant. C'est gênant. Bah dis donc, on est gênant. Ça- Mais c'est elle qui donne du fond au film. T'as Oui, vu, bah oui. j'ai pas tapé dans ma main. Et le combo Benicio del Toro, elle, marche très très bien. Non, Oui. mais tous les acteurs. Ah, elle savait pas le Litena casting. qu'on a eu un. Mais c'est toujours comme ça avec elle. A dit des trucs, mais elle le sait pas. C'est ça qui est Ça trop, tombe elle, juste. elle est trop forte. C'est incroyable. Elle arrive à lire dans la BDR TV. Peut-être qu'elle est dans notre réalité puisqu'on Mm. le croit. Moi, je pense qu'elle est vraiment vénère. Ça, c'est l'effet Monkey Island. On n'arrêtera jamais de le Donc répéter. voilà, t'as quelque chose d'autre à rajouter sur ce premier opus? Bah, qu'il est très bien réalisé. Franchement, si vous aimez les films sur la. En plus, moi, c'est moi qui Alors, voulais le voir ce film. Ouais, c'est vrai que c'est. Il m'en avait parlé parce que j'avais le 2 en fait, et il le voyait en DVD. Il me dit moi je veux voir le 1, je veux voir le 1. Et moi le 1, donc je vais parler à mon tour. J'aime bien Denis Villeneuve. J'aime bien. Alors, j'aime un peu moins Prisoner, mais j'aime bien Ennemi et Blade Runner. Mais celui-là, il y a des moments, et je lui ai dit, où ça me faisait chier en fait. En fait, Denis Villeneuve, j'ai l'impression qu'il se regarde réaliser et qu'il se dit oh putain, je réalise bien, vous voyez, oh putain, c'est génial. Et j'ai l'impression, hein, c'est que pour moi que je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il se regarde réaliser et puis que sur certaines scènes, ça se voit grandement et à des C'est moments. vrai. Et On en alors, a parlé d'ailleurs. pour la première pour le premier Visionnage. ça me l'a pas trop fait, mais quand je l'ai revu avec lui, oh, j'étais là, je fais oh, putain, il est pompeux, il est pompeux. Il y a des moments, ça se voit qu'il connaît le cinéma, qu'il connaît les codes du cinéma et que c'est un bon réalisateur. Et dans sa réalisation, il nous le montre. Quoi. Lis pas le chat, lis pas le chat. Attends, je Non, veux voir. lis pas le chat, lis pas le chat. Alors, quand elle a fait la remarque, c'est gênant ça, elle le faisait par rapport à la réplique de Deva sur le câlin de Irréversible. Ah bah oui. Et Lady Vodou est un personnage de Monkey Island que va voir Guybrush Threepwood et c'est un personnage assez fantastique. D'ailleurs, le gars qui l'a créé est décédé il y a 2 ans ou il y a 3 ans, je ne sais plus. C'était assez triste. Et elle qui lit dans la BDR comme dans un livre ouvert, elle va peut-être savoir à quoi sert le chan scénario du Discord. Non mais On Dova peut ne pas fait faire- aucun effort. On peut en pas même faire temps, un donc, scénario si on est confiné tous les 2 mois. hein. Non C'est- mais il y en a un, mais Dova ne fait aucun effort. Mais c'est si, tout. il va trouver Dova. Je crois en toi, Dova. Et d'ailleurs, je crois à vous tous les spectateurs qui nous regardez sur la BDR TV. Nous croyons en vous et nous vous recommandons. On va attribuer une note globale sur les 2 films. Sur les 2 films, je pense. Mais en tous les cas, ouais, c'est vrai que Denis mais ouais. Villeneuve, des fois, il s'auto-contemple le réaliser. Et là, dans ce film-là, j'aimais pense. le film, mais c'est pas Et incroyable. pour moi, et- c'est plus dans Blade Runner qui s'auto-contemple en train de réaliser. Ouais, mais Blade Runner, ça se prête à ça en fait. Parce que le premier, Bah, peut-être Blade jamais Runner, le à premier. vrai dire, se prêtait un peu à ça. Moins, c'est sûr, mais il a tellement pris d'ampleur que là, dans celui-là, il s'est dit bah ouais, c'est Blade Runner, c'est un classique, c'est un monument de la science-fiction. Ça se prêtait au film-là. Celui-là, non, quoi. Mais bon, après, c'est ça qui me gêne un peu dans Denis Villeneuve. Mais bon. Dans Denis Villeneuve. Enfin, dans la réalisation du Denis Villeneuve. Ouais, vraiment, cette BD. Là, depuis qu'on est affilié, ça devient C'est n'importe fini. quoi cette Ouais. histoire. Et on va donc passer. Donc, on peut passer Oui, directement on peut à passer directement Sicario aux 2. deux. Je troll de ouf, surtout le scénario, je le connais à la fin. Il y a non. Presque, mais non. Presque, mais non. Non, la fin est C'est incroyable. incroyable. Restez jusqu'à la fin. Surtout, ne quittez pas. Restez jusqu'à la fin de la BDR. Le numéro 2. Et alors là, le 2, je te laisse Ouais, nous on va présenter. passer au casting. le casting, directement, le comme ça, réal, on perd etc. moins de temps. Hop là. Donc le numéro 2 sorti. Alors ça s'appelle Sicario, la guerre des cartels. Mais je crois qu'en VO c'était, si je me souviens bien, The Soldat quelque chose. Bah, Je me souviens plus. Alors attention, on va passer là. C'était, non, tais-toi donc. C'était Sicario Days of the Soldado. Voilà. Et nous, ça a été traduit en la guerre des cartels. alors d'habitude, on traduit pas. En plus, les films français, ils se traduisent pas souvent. Pas souvent, sauf qu'ici, se traduit c'est en anglais. Là, En pourquoi québécois, Sicario 2, c'est Sicario, le combat des gangs. Combat des gangs. Donc, réalisé par Stefano Solima, donc on change de réalisateur là, qui a bossé sur la série Gomorrah, sur la série Romanzo Criminal et qui va bosser sur un projet de film Call of Duty. Donc voilà, hein, je lance ça comme ça, je sais Un pas. film Call of. Sally, t'es plus là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà, on a toujours au scénario Taylor Sheridan. À la musique, par contre, ça a changé. On a Hildur Guðnadóttir. Donc c'est toujours une collaboratrice de Johansson, en fait, qui lui est malheureusement décédée en 2018 et c'est pour ça qu'il n'est pas sur le film. Et elle a bossé sur la musique de la série Tchernobyl et sur le film Joker. Oh. Ouais, pas mal. Donc hop, on passe aux acteurs. Donc on va passer à ceux qui y sont
de nouveau par rapport au 1. Donc on retrouve Benicio del Toro, on retrouve Josh Brolin et Jeffrey Donovan. Il y a en nouvelle actrice Isabella Merced qui a joué dans Dora. Ah oui, film Call of bien Duty, sûr. bah voilà. Donc après, Call of Duty, c'est des films de guerre. On a eu pas mal des films de guerre. Donc voilà, bref. tu peux avoir une idée de la réal de Call of Duty avec ce film-là. Avec le deuxième, ouais. Donc Isabella Merced, donc qui est ici, hop, c'est celle qui joue Dora, hein, dans Dora l'exploratrice d'ailleurs. Hein. T'es pas sérieux? Si, je l'avais dit pour le débriefing de Dora d'ailleurs. Eh ben moi, quand tu me l'avais dit, j'avais pas fait le lien avec elle. Eh oui. Dora l'exploratrice, après avoir exploré le Mexique, Alors, a mal tourné. Ouais, voilà. Ah Babouche, tu veux Babouche, regarde là. Oh, qu'est-ce que t'as? Sac à dos, voilà, le sac à dos il parle. Bah tu m'étonnes qu'elle voit son sac à dos parler. Son père c'était un dealer. En fait le père de Dora, d'accord, tout s'explique maintenant. Ouais, bah ouais. Ah Babouche, Babouche, je vois des trucs bizarres. Ah, bah tiens. Et puis avant, à danser avec les Transformers dans Transformers 4. Bref, il y a aussi Catherine Keener qui a joué dans Get Out. Hop, on retrouve une actrice de Get Out par rapport au premier où on retrouvait un acteur de Get Out. Il y a aussi Manuel Garcia Rufo qui a joué dans Six Underground qu'on a parlé dans le premier débriefing de la chaîne. Eh oui, le premier débriefing c'était un Six. Il y avait Six Underground. Ah, d'accord, exact. Je sais plus lequel après. Il y a presque un an. Oui, il y a presque un an. Au mois de décembre, ça fera un an. Je savais pour Dora. Je savais, ouais, tout le monde savait pour Dora qu'elle était. Babouche. Donc il y a aussi Matthew Modine qui a joué dans 47 Metrodome et dans la série Stranger Things. Et il ressemble à l'autre là, le chef cuistot. Oui, grave. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay, c'est ça. C'est de la merde. Et Shea Wingham qui a joué dans le film de Joker et qui joue. Dis-le à la française. Shea Wingham. Voilà. Shea Wingham. On parle pas. Bim. Qui a joué dans le film Joker. Ah purée, lui on dirait Pierre Palmade. Bon gars. Je vais me calmer. Sicario 2, donc... Sicario 2, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans Sicario? Eh papa, qu'est-ce qu'il y a dans Sicario 2? Eh ben il y a de la violence, un peu plus soutenue que dans le deuxième. Oui, un peu plus. Un peu plus soutenue. C'est beaucoup plus axé action là. C'est pas la même réal. Alors là on voit tout de suite que c'est pas la même réal. Déjà on voit les jambes de Josh Brolin. Les tongs de Josh Brolin. Le brushing de Josh Brolin. Allitération quand tu nous tiens. Et donc ça nous... Là... T'as vu? Non mais I am un artiste. Écoutez le dernier son du TSR. Ah t'as vu? T'as fait bouger le focus? Non c'est bon. Ah non, pardon. Donc Sicario, la guerre des cartels. Là Emily Blunt a disparu et le casting est exceptionnellement masculin. C'est-à-dire que là grosso modo tout tourne autour des hommes. Donc on va dire que le regard qu'avait le scénariste, peut-être qu'il s'est fait retoquer par les producteurs ou peut-être pas. Mais en tous les cas il y a Josh Brolin que vous voyez qui est directement convoqué par ses chefs, qui, là, pour la problématique, lui demande de créer un conflit entre deux cartels. Et là, vous voyez, hein, Benicio del Toro, lui, quand il a le mort sur son visage, ouais, c'est testostérone. Là, ouais. Et là, quand il a le mort sur son visage, Benicio del Toro, réellement, moi, j'ai pas envie d'être le gars. J'espère que sa fille, c'est pas Dora et que tu vas pas chez lui le soir. Oui, parce que là, t'es pas bien. Parce que quand il t'ouvre avec son Marcel Blanc, son flingue et son regard et qui te dit Do you want to see my girl? Cabron. T'es pas serein. Donc la BDR TV vous conseille de ne pas draguer la fille de Benicio del Toro ou le fils de Benicio del Toro parce qu'il a pas l'air commode le garçon. Donc les chefs de Josh Brolin, donc Matt Rivers lui demande de créer un conflit entre deux cartels ennemis, deux gros cartels. Donc c'est toujours pareil, c'est la même politique que le gouvernement américain a. Moi je vais chez Benicio quand il veut. Ah bah, oui, je pense qu'avec la tête vénère qu'il a, à mon avis, il doit faire... Il y a beaucoup de filles qui doivent... Enfin, ouais, non. De toute façon, même à l'époque, il était beau gosse et il était, on va dire, je pense... non mais même là, même si c'est un vieux avec sa gueule, il a... Même moi je reconnais, il me vénère. Ce gars-là, je sors pas avec lui. Il a la classe. Et d'ailleurs, même dans ce film-là, c'est fou. Ah, dans celui-là, il est plus présent dans celui-là, et c'est pas désagréable. Le film tourne autour de son personnage. Le film tourne autour de son personnage et c'est en ça qu'il est intéressant. La réal, comme je vous ai dit, on est complètement différent. Pour l'histoire, trop de charme. Et oui, on est d'accord. On est d'accord avec vous. Pour l'histoire, donc Josh Brolin est chez ses chefs qui lui demandent de créer un conflit entre deux cartels. Donc on reprend toujours la même formule. Donc Josh Brolin va voir son homme de main préféré, c'est-à-dire Benicio del Toro, Alejandro, pour fomenter un coup, pour pouvoir déclencher une guerre entre deux cartels.
Et grosso modo, le gouvernement américain passe le relais à cette officine de la CIA pour créer un conflit sans passer par la case politique et pour régler en partie le problème de la drogue. Donc est-ce que c'est un conflit interne qui est lié directement au fonctionnement du gouvernement américain avec des conflits d'intérêts? Ça on le sait pas, c'est pas clairement dit, même si il a moins d'audace sur la critique que Denis Villeneuve. Là, pour le coup. Là, vu qu'à mon avis, il s'est dit, vu qu'on a déjà mis à plat tout ce qu'il fallait sur la critique gouvernementale et tout ça dans le premier, dans le deuxième, on se fait un peu moins chier. Moi, je pense qu'on aurait pu aller plus loin encore. Oui, clairement. Je pense qu'on a justement. Je pense que là où un film. Pour moi, un film qui traite du rapport des cartels avec les États-Unis, c'est pas comme Savages. Tu vois, où c'est un peu. C'est un peu glorifié, enfin. Pour moi, c'est un film Instagram de la drogue, Savages. Même s'il y a des moments violents. Mais surtout que Savages, on a le point de vue des méchants. Là, on n'a pas le point de vue des méchants. À savoir qui est méchant, qui ne l'est pas. Ouais, bon là, dans le 2, il y a une plus grande volonté de, voilà, il y a une plus grande volonté de faire passer le gouvernement américain pour. Ah, t'as vu, on se salit les mains, mais. On est obligé avec les chicanos, on a oublié. Je suis un Texan. D'ailleurs, Josh Brolin fait très bien le Texan. Ah, grave. C'est un Texan. C'est un Texan de base. Il est peut-être Texan. Il est peut-être Texan, Josh Brolin. Et cette opération, donc Alejandro va avoir la bonne idée de kidnapper la fille d'un. Non, c'est le personnage de Josh Brolin qui dit que. Non, c'est pas Josh Brolin, c'est Alejandro qui la kidnappe. Oui, mais c'est Josh Brolin qui lui ordonne de kidnapper une fille pour faire croire que c'est l'autre cartel qui l'a kidnappé et foutre le bordel dans les deux cartels. Et générer un conflit. Sauf que ça va dégénérer. Ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer. Sinon, il n'y a pas de film. Et comme ils l'ont dit dans le premier film, quand il y a un truc qui se passe mal, il n'y a plus personne. C'est ça. C'est-à-dire que le gouvernement américain refusera de se mouiller pour les gens qui seront sur le terrain si jamais. C'est un peu comme Mission Impossible. Exactement. C'est-à-dire que si vous vous faites attraper ou si vous. Et alors là, pour le film, il est bien. Je crois que toi, tu l'as plus aimé que le 1. Ah ouais, moi j'ai beaucoup plus apprécié ce deuxième film que le premier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que il y a pratiquement pas de temps mort. Il y a beaucoup plus de choses aussi. D'action, pas action pampan, mais d'action dans les actes des personnages que le premier. Ça va beaucoup plus loin. Il y a même un moment où c'est pas burlesque, mais presque impossible, improbable. Il y a une scène où tu te dis ouais non, là on sait que tu es dans un film. Mais dans le 1 c'était beaucoup plus réaliste. Ouais. Ce 2-là commence quand même pas mal réaliste, mais il y a une scène au milieu du film où tu te dis quelle scène? Je n'ai pas envie de trop spoiler, mais on va dire Benicio del Toro, il en prend un gros coup dans la gueule. Ah oui, d'accord. et là, tu te dis à ce moment-là, ouais, bon, là, on est clairement dans une fiction, ça se voit, il l'assume, et à partir de ce moment-là, il se lâche, en fait. Et c'est ça que j'ai aimé, et c'est ce côté-là où c'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup plus d'action que dans le premier, je crois, mais elle est beaucoup mieux gérée, je trouve, peut-être mieux filmée. Faudrait que je compare les deux, à vrai dire. Moi, il y a une scène dans le 2, c'est le convoi, dans le convoi avec les MV dans le désert que j'ai trouvé ouf de ouf. Complètement dingue, mais après le réalisateur est quand même habitué à ce genre de film, avec Gomorrah, Romanzo Criminal, tout ça, il connaît les films criminels de gang et tout ça, et je pense qu'il sait le filmer. Alors ouais, la réalisation n'est pas aussi bien que celle de Denis Villeneuve, mais je la préfère à celle de Denis Villeneuve. Pour ma part, je la préfère à celle de Denis Villeneuve. Il m'a beaucoup plus fait kiffer et il m'a beaucoup plus focus sur le film que le premier. Moi, ce qui me fait tenir sur le film, c'est uniquement Benicio del Toro, du début à la fin. Mais vraiment, et là, c'est pas parce que je suis une groupie de lui, mais parce que vu qu'on traite de son personnage et que il est confronté à ce que dans le 1, c'est pas qu'il est tout puissant, mais dans le 1, il est presque inaccessible, le mec. Ouais, c'est ça. Il est là, il crève l'écran, il ouvre pas tant sa gueule que ça. Est là dans le 2, il parle pas beaucoup non plus. Mais en fait, il occupe plus, vu qu'il occupe plus l'espace scénaristique, tu le vois plus souvent, même s'il parle pas beaucoup non plus, ça raconte son histoire. Donc dans le 1, il est central sans trop l'être, tu vois, c'est un des personnages principaux qui finalement occupe pas tout le temps la place. Et là où il prend vraiment toute sa place et tout son sens dans le film, c'est à la fin du 1. Et alors que là, dans ce film-là, on raconte son histoire et comme il l'a dit, il y a des scènes, alors vous avez du gunfight, ça on a. Vous avez du bon sentiment américain. Alors dans le 2 c'est ça. C'est le gros. Il est en opposition du coup avec le. Pour le côté gouvernemental américain c'est beaucoup plus. Voilà. Alors on vous montre que le gouvernement il veut sauver le truc mais parfois il est méchant. C'est pas genre il est gentil, il est pas entre les deux. C'est genre
il est méchant avec ses mecs, avec ses soldats, et il les laisse dans la merde. Et les soldats, eux, c'est le bon samaritain américain. Ouais, voilà. Voilà. Et ça, Alors c'est que dans le fatigant. 1, non. Dans le 1, il y avait cette rupture où on savait pas trop où les situer parce qu'ils avaient des bonnes actions morales, on va dire. Enfin, non, des bonnes actions. Ils justifiaient leurs mauvaises actions en mode ouais, c'est bien, Qu'est-ce que tu mais au dis? final, la boule, La tu vois, boule. la boule de- Pardon, parce que je te vois à chaque fois faire ça, et je me dis, il y a quelque chose c'est là. l'équilibre, tu C'est vois. l'équilibre. Tu sais pas si. Je t'embête. Non mais ouais, alors que là, il n'y a pas d'entre-deux. C'est vraiment lui est gentil, lui est méchant et point barre. Ouais, on veut trop, on guide un peu trop le spectateur. On n'est pas dans cette recherche qu'on avait avec Emily Blunt en personnage principal, où vous deviez vous interroger sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est comme ça, et Il n'y a même pas de personnage comme ça. il n'y a dans pas la celui-là. même tension dans ce film. Alors il y a des choses intéressantes. Hein. Moi, j'ai plutôt apprécié de regarder. On n'a pas regardé les deux. Si on a regardé les deux coups sur coup. Deux coups sur coup. On a regardé les deux d'un coup. Ouais, mais ouais, c'est ça, c'est vraiment plus frontal là, beaucoup plus vénère en fait, et pas sérieux, mais dur, on va dire, dans l'action, dans le gore, parce qu'il est beaucoup plus gore que le premier, hein, celui-là. Il y a beaucoup plus de. Ah de bah sang. il y a la violence violence ouais, aussi. qu'on retrouverait dans Savages, on la retrouve ici. Hein. Mm. Parce que ce qu'il faut savoir, ce qui caractérise les cartels mexicains, c'est la violence. Alors, Il y en avait dans le premier, mais moins. alors, on a aussi oublié de dire un truc, c'est que le maire de Juarez, Pour le premier, oui. ouais, Il voulait interdire, enfin je sais pas s'il a réussi, mais il voulait interdire, boycotter le premier film en fait dans sa ville parce qu'il se disait que ça donnait un mauvaise image pour la ville et tout ça, alors que la ville avait évolué parce qu'en 2010, c'est ça, il y avait 3000 morts par an et en 2013 c'est descendu à 500 morts, donc c'est colossal. c'est colossal, beaucoup, mais c'est ça colossal. fait quand même pas mal de morts. Et le réel s'est défendu en disant qu'il y a toujours des gens là-bas qui se battent pour la liberté et leur paix, en fait. Donc, Et il faut savoir d'ailleurs pour faire parce que Juarez en fait c'est un point de bascule entre les États-Unis et le Ouais. Mexique par lequel passent les frontière. trafiquants, les narcotraficantes et Dora. Et là il s'avère que bah quoi. Faut parler de Dora. Dora, t'es une sacrée chipie hein. Tu nous as pas tout dit. Oh, babouche, babouche. et Dora. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à Juarez. Si, ce qui caractérise aussi les cartels mexicains, c'est la violence avec laquelle ils règlent leurs problèmes. Ouais, pour faire passer le message, on va Ah dire. voilà, parce que dans Pour les marquer. après c'est dans les morts, voilà, tronçonner des cadavres, enfin tronçonner quelqu'un vivant ou Ou les pendre, leur couper la tête, voilà, tout ça. envoyer leur les, couper la langue, les machin. restes à la famille, tout ça ils savent faire. Ça ils savent faire. Donc Juarez, alors je sais pas si aujourd'hui c'est plus la ville la Bah, plus. maintenant, alors, je sais pas, il n'y a pas le sondage, c'était la ville la plus dangereuse à une époque. Maintenant, est-ce que ça l'est toujours, vu que le nombre de morts a diminué dans l'année? Je sais pas. Bah ouais, mais Ouais. regarde, comme avec le même sur Twitter, bah il peut pas y avoir plus de morts si t'enlèves les mecs qui recensent les morts. Oui. Eh oui. Non mais moi je reste quand même convaincu que le business là-haut il reste quand même tendu. Oui, mais bah, comme tu l'as dit, c'est la plaque tournante. Si donc, vous restez, d'ailleurs, un conseil pour ceux qui voyagent au Mexique, pour avoir connu des gens qui sont partis à Querétaro, Querétaro qui est la ville mexicaine où il y a une grande partie des familles des différents cartels du Mexique qui existent. Donc il y a une sorte de paix, entre guillemets, à Querétaro, puisque vu qu'il y a beaucoup de membres des familles des cartels mexicains qui vivent là-bas, qui font leurs études, etc., c'est une ville qu'on laisse relativement tranquille. c'est ça. C'est-à-dire que vu qu'il y a les femmes, les enfants, le fait qu'il y ait trop le bazar à Il y a un Querétaro peu- il y a pourrait un peu le déclencher... respect Voilà, sur ce côté-là. bah, surtout que si jamais tu commences à tuer des gens à Querétaro, C'est pour ça t'atteins que tous les cartels et là tu c'est pour t'embrasses ça- le pays. C'est hein. pour ça que dans le 2, ils enlèvent une fille parce que c'est la famille et c'est quand on Ah touche oui, à la c'est- famille que ça part en Là ça part en vrille. Alors oui, c'était là-dessus que je voulais rebondir par rapport à Juarez. Il faut savoir que quand ils ont commencé à vouloir faire Narcos Mexico, un des gars qui travaillait sur la série s'est fait flinguer du côté de Juarez. D'accord. Voilà. Sympa. Donc Sympa. ça reste quand même des endroits. Oui, bon, non, oui, bah bien sûr. si vous y passez en voiture un jour dans votre vie, allez boire une bière, allez faire une sieste avec un sombrero, Boire une bière. voilà, une petite tequila, Une ça vous petite fera tequila, pas, ouais, ça vous surtout. fera pas de mal à la BDR. Mais ça reste le nord du Mexique, surtout frontalier à ce niveau-là. Donc dès que ça concerne Los Angeles, puisque c'est là que tout est réparti, ça reste quand même des endroits assez craignos. Dans le film, voilà, on romance beaucoup autour de en fait la quête d'un homme seul. C'est ça. Finalement, qui Ouais, parce que- va se retrouver confronté à ses démons, Ouais, c'est ça, à ses démons.
à ce thème, parce que vu que le personnage d'Alejandro est plein de mystères, on essaye d'y répondre plus ou On moins. y répond un petit peu, maladroitement on dans ce apporte film. quelques réponses, mais c'est peut-être des réponses qu'on n'avait pas besoin. Oui, et puis ça sert pas le propos. La scène de fin, Moi, je la trouve pas mal. Elle Elle ouvre est- sur un troisième épisode. ouais. Je l'aime bien, moi. Mais par contre, le troisième épisode, réellement, s'il devait y en avoir un à la suite de ce que Ouais, nous a proposé c'est- Denis ouais. Villeneuve et ce réalisateur qui est Stefano Solima, c'est vraiment de prendre un réal qui n'a strictement rien à Ouais, voir avec ça serait l'univers de. Ils ont parlé d'un retour de Denis Villeneuve. Alors, mais en moins, quand je l'ai lu le dernier article, c'était vraiment un réalisateur différent. Ce serait vraiment pas mal qu'on Ouais, prenne. mais Alors- il y avait une rumeur sur ça. Hein. Appel à candidature. Si vous cherchez des mecs qui n'y connaissent rien en cartel de drogue, qui sont pas très doués pour être des détectives du paranormal, hein, On peut lire et voir des films. on pour peut, ça. voilà. Nous, il n'y a pas de souci. S'il faut qu'on réalise un film sur les cartels de drogue, on veut bien aller. Par contre, je vais pas à Juarez. Parce que j'aime bien le Mexique, j'aime Bah, bien. On peut, hein. Le scénariste d'ailleurs est allé interroger des immigrés Ah, en d'accord. fait, pour, on va dire, avoir des Tu vois, trucs ça c'est concrets. dommage que la thématique migratoire, parce que c'est une Ah ouais, thématique non, mais, majeure hein, dans au, le niveau 2, du, elle a disparu. au niveau du transit de tout ce qui Bah, est drogue. elle a disparu, oui et non, parce qu'en fait, le deal des cartels dans le 2, c'est plus la drogue, mais justement, c'est parce que ces immigrés-là. Il y a plusieurs histoires en parallèle pour Ouais. accompagner celle de Benicio del Toro, c'est-à-dire que Benicio del Toro est un peu le personnage central, il traîne le fil rouge de l'histoire, et il y a des personnages qu'on suit en parallèle qui vont grosso modo jalonner son expérience directement ou C'est ça, indirectement. parce qu'il va rencontrer plein de personnages, parce que c'est un sorte de road movie où Benicio del Toro se retrouve un peu seul avec la fille qu'il a kidnappée. Mais enfin bref, on voit en fait dans cette road movie, dans cet échappatoire, rencontrer d'autres personnages en fait sur sa route et puis d'autres histoires et voilà quoi. Puis donc, on veut le fragiliser un peu, mais ça marche pas. Moi je trouve qu'on l'a fragilisé de ouf, surtout avec la relation entre lui et la petite fille qu'il a. Parce qu'il y a un ordre qui arrive du chef où il n'est pas d'accord et c'est pourquoi il est en fuite en fait. Voilà, donc il y a. Bon, ce film-là, il pêche peut-être par excès de ouais. bons sentiments qu'on a voulu mettre dedans et du coup, ça dénature le matériau de base et c'est vraiment dommage. Moi, c'est l'avis que j'en ai. Hein. Comparé au 1, en fait, dans le 1, on va dire pour les débriefs. Prochain truc, j'ai une pipe. on va dire que dans le 1, il y avait, comme tu dis, le contexte et le message qui était vraiment très bien travaillé. Dans le 2, il est mis de côté pour mettre l'action au centre et justement l'action et toutes les scènes assez chocs qui sont plus mises en avant. Et Dora surtout... qui parle à babouche. C'est vrai que alors que dans le 1, moi je trouve que justement ils ont mis l'action, c'est beaucoup plus contemplatif dans certaines scènes, ils ont mis l'action et certaines scènes plus lentes, on va dire dans le 1, alors que dans le 2 ça va vite, c'est des gunfights, c'est un peu plus c'est dynamique, plus violent, c'est plus c'est dynamique. une autre réal. Ouais voilà, et ils ont plus basé sur ça et que si on prend le 2 pour ce genre de scène, pour ce genre de film, ça marche très bien. Pour ce Après, qu'il est, quoi. ouais, voilà, pour ce le qu'il est. réalisateur a Après voulu. le scénario, il passe un petit peu à côté quoi, malheureusement. Est-ce qu'il a bien marché le 2 ? Le 2, assez bien, je pense, ouais, parce que il a eu une grosse promo le 2. Alors, il a peut-être pas rapporté autant que le premier, parce que le premier a été un gros carton. Il a été en sélection officielle Le au Festival premier, de Cannes. Le deuxième, il a peut-être marchouillé, on va dire. Mais je pense qu'il y a le casting qui fait Le casting est de que ça fonctionne. Eh bien, je crois qu'on peut attribuer une Oui. note globale à ce Oui. débriefologie. Oui. Quelle note tu mettrais à ces deux films Mais quelle note je mettrais? Alors, je baisse un peu les lumières, parce que j'ai le front qui brillent? brille. Voilà, bon, bah, je peux pas. Est-ce que t'es quelqu'un de brillant? Je suis On va brillant. t'appeler Dany. Voilà. Donc, Danny moi... Pardon pour les blagues pourries. moi, alors, ça va être, je pense, peut-être la même note que toi. Je vais mettre un 4 sur 5. Ouais. Mais Moi, moi, j'ai pas besoin de donner la mienne, c'est trop bien. Mais moi, ça va pas être la même. Enfin, ça va être la même note, mais pas le même raisonnement. Parce que toi, t'as plus kiffé sur le 1, sur la réalisation du 1. Et moi, je rehausse la note par rapport au 2. Parce que j'ai beaucoup plus kiffé le 2, en fait. Je me suis beaucoup plus amusé et diverti dans le 2 que par rapport au 1. Moi, il va prendre un 4 sur 5 parce que le 1, c'est pas qu'il fait figure de film culte, mais il a une grosse aura. Ah, il est exceptionnel. Vraiment, moi je vous recommanderais de regarder les deux coup sur coup
pour que vous puissiez réellement saisir la différence. C'est pour ça qu'on fait une débriefologie là-dessus, parce que c'est vraiment, les deux sont un bloc, même s'ils sont différents, ça reste un bloc à regarder d'un coup. Elle parle de ma blague, elle dit c'était nul, mais elle parlait pas de toi. Non, mais elle parle de ma blague. Donc il est vrai que, d'ailleurs, il faut savoir que Sally Babydoll stream. Mais non. Écoute, quand je l'ai Call of oui. Oh, génial. Quand je l'ai appris. Envoie-nous ta chaîne là. Quand je l'ai appris, j'ai fait un malaise. Et du coup, voilà, donc 4 sur 5 pour Sicario 1 et 2. On rappelle Sicario 1 qui a été réalisé par Denis Villeneuve avec Emily Blunt, John. Comment il s'appelle? John Bertal. L'acteur? Ah oui. John Bertal, Josh Brolin, Benicio del Toro. Sicario 2 avec Josh Brolin, Benicio del Toro, Dora l'exploratrice. Mais il n'y a pas Babouche. Il n'y a pas Babouche. Ah non, Babouche c'est Danny Trejo. Voilà. Ah oui, c'est Danny Trejo qui joue Babouche. Pardon. Et on vous recommande on vous recommande, si vous aimez les films qui parlent de cartel mexicain, si vous aimez Benicio del Toro, Josh Brolin qui joue Thanos, si vous aimez tout ça, je pense que vous pouvez vous passer un bon moment à les regarder. Vous perdrez pas de temps et vraiment, allez jeter un coup d'œil. Souvent les films de drogue, ils se vendent sur d'autres thématiques, en tous les cas pour le 1 que celui-là. Merci beaucoup pour ta confiance, Litena. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'elle va plus kiffer le 1. Pour ceux qui sont pas très fans de films de cartel et tout ça mexicain, allez voir le 1, vous pouvez peut-être être surpris. Après, le 2, c'est clairement un film de drogue mexicain. Alors bien sûr, on va parler de nos partenaires. Comme à chaque fois, la BDR TV ne peut pas être la BDR TV si elle n'a pas de partenaires avec lesquels grandir et évoluer. Donc, je vais parler dans l'ordre des 3 partenaires qui nous accompagnent depuis quelques temps et on est très fiers de les avoir parmi nous. Et donc, on va commencer par Litena, par la chaîne de Litena qui stream. C'est un plaisir de l'avoir parmi nous. On rappelle que c'est une passionnée de l'univers de J.R.R. Tolkien. J'ai jamais su ce que ça voulait dire J.R.R. Je suis un mauvais élève. Jean-Robert Richard Randolph. Jean-Robert Richard Tolkien. Et qui vous donne la possibilité, lors de streaming spécial le week-end sur des lores, pour pouvoir parler du Seigneur des Anneaux avec des livres sur lesquels elle a travaillé, qu'elle a lu. Elle travaille sur la traduction aussi, donc elle vous parle toujours de l'interprétation qui ont été faites. Elle s'appuie sur des écrits, donc on a vraiment un avis pertinent. Il est même question que dès que sa chaîne prendra du poids, il y ait des guests qui viennent. Donc ce serait bien qu'on lui donne de la sephore. Donc si vous passez par là, abonnez-vous à la chaîne de Litena et elle stream du Monkey Island, ce qui fait d'elle quelqu'un d'hors norme. Exceptionnel. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous avons ensuite la Past Game Rebirth. Alors ça, c'est le partenaire number 1 de la BDR TV, c'est-à-dire number 1, on hiérarchise pas, mais les premiers qui nous ont fait confiance, les premiers qui nous ont accompagnés dans notre délire pour casser des réalités. Et merci, mais c'était avec plaisir, Itenat. Comme toujours et comme à chaque fois, il y aura encore un rappel pendant l'émission de ce week-end. Donc, la Past Game Rebirth, qui est un site de passionnés de jeux vidéo, rédacteur principal Romgamb, mais pas que. Il y a aussi Dova et aussi le frère de Romgamb, qui font aussi des concours sur Twitter, qui testent des jeux régulièrement. Le site est alimenté constamment, on parle pas que du rétro, il y a aussi du jeu actuel, très pertinent sur les avis. Et d'ailleurs, vous retrouverez ce week-end un test de la PGR pour la thématique de l'aventure dans ta réalité. John Ronald Reuel Tolkien. Eh ben, j'étais pas prêt, tu vois, je savais pas. Reuel, ouais. Reuel. Oui. Et donc la Past Game Rebirth qu'on remercie, comme à chaque fois, d'être partenaire de la BDR TV. C'est une fierté de travailler avec vous tous, tous nos partenaires, et c'est une fierté d'avoir votre confiance et d'avoir vos visionnages sur notre chaîne, parce qu'on adore ça. Et la troisième émission qu'on plébiscite, c'est toi la radio. C'est toi la radio qui est ses amis l'appelaient Totters. Totters, hey Totters. Vous avez vu ce qu'on apprend avec Litena sur notre chat? C'est génial, tu vois, elle nous donne du... Moi je vais le sortir, ça, un repas de famille. À Noël, tiens. Oui, avec la pipe. Ouais. Oui, est-ce que tu savais que Babouche fumait? Est-ce que tu savais qu'on surnommait Tolkien Totters? Hein? Bah, prends ça, tiens. C'est pour moi, c'est cadeau. Et nous avons donc C'est toi la radio. C'est toi la radio qui est une chaîne Twitch, un podcast radio qui est géré par une équipe de passionnés, donc Candy, Mara, Candice qui a le... Candy, non, pourquoi Candice? Candy qui a son projet Les Boudoirs de Mrs. Lovelace, qu'on vous invite à aller soutenir si vous le pouvez, à diffuser autour de vous, qui font grosso modo une radio, mais le grosso modo, parce qu'ils font tellement de choses, ils ont un vrai contenu, ils ont des invités de qualité, ils travaillent, ils bossent leurs trucs, c'est tous les premiers dimanches du mois, donc j'ai hâte de voir quand va être la prochaine émission. Il y a aussi les sélections musicales, il y a beaucoup de choses que fait cette chaîne en podcast radio, vous pouvez vous la mettre en écoute, participer sur le chat, et la communauté est adorable et
sympa. Et merci Litena de lâcher des emojis de C'est toi la radio. Donc voilà nos partenaires, La Passe Game, Litena et C'est toi la radio. Et du coup, un petit big up à Sally Babydoll. J'espère que tu es encore avec nous sur le chat. Je ne sais pas. Sally Babydoll qui stream sur du Call of. Sally Babydoll, elle ne monte pas sa tête. Ouais, bah c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Si elle joue sur console et qu'elle a pas de cam spécial play. Et on peut le verbaliser parce que Sally Babydoll est une cuisinière de talent. Et sur, si on n'est pas confiné d'ici là, sur l'émission de fin, j'aimerais bien. Elle va venir faire de la cuisine. Eh ben, j'aimerais bien qu'on fasse un stream cuisine avec Sally Babydoll. Donc je sais pas si elle est là avec nous. Pas de cam en effet. Oui, mais si tu fais un stream cuisine avec nous, envoie ton lien c'est Sally Babydoll son. Ah ouais. Je pense, ouais, sa chaîne Twitch. Donc voilà. Et d'ailleurs, même sur l'émission de fin, on lancera les invitations dès lors qu'on saura à peu près sur quel pied on danse dans votre réalité. Mais il n'est pas impossible que du coup, parce que Litena va être une de nos invitées sur cette émission, on attend de savoir à quelle chose elle est plongée dans votre réalité pour planifier un moment où vous allez être amené à venir dans notre réalité. Allons donner de la force à Sally Babydoll et allons de voir de quelle frag elle se chauffe. Parce que pour le coup, là, on était dans les thématiques militaires. Vous êtes en tous les cas des... bien sûr, on va faire un big up à la chaîne de notre régisseur qui stream sans discontinuer depuis qu'il est passé affiliate il y a de cela 2 semaines. Tizik, qui stream sur en ce moment du Shadowland, World of Warcraft. Qui nous héberge en plus, c'est génial. Et qui nous héberge, c'est très gentil de sa part. Et on voulait vous faire, quoi qu'il arrive, on est affiliate. La BDR a commencé il y a plus d'1 an maintenant. C'est vrai. 13 mois. Ça a été compliqué d'atteindre le stade affiliate avec les prérogatives. Bon. On n'y croyait même plus. En fait, le problème, c'est qu'on n'avait pas assez de live. On en a rajouté quelques-uns pour cette saison 2, donc ça a fonctionné. Ça a fonctionné et le contenu va venir dès que vous êtes déconfiné dans votre réalité, dès qu'on a un peu plus de liberté, vraiment, il est vraiment prévu qu'on retravaille sur les émissions, non pas forcément, parce que là, c'est dommage qu'on lance le truc et qu'après on soit à chaque fois freiné, mais on a beaucoup d'idées. Alors ce mois-ci, on était un peu en stase à cause de ce que vous connaissez dans votre réalité. Ça fait déjà incroyable, bravo, merci. Et on voulait surtout dire, même, voilà, vous êtes 5 sur le chat, mais 5 personnes exceptionnelles, et à ça, j'ajoute tous les gens. Même toi, Dova. Même Dova. S'il est encore là. Dova, t'es comme ça. Litena, alors Litena et Sally Babydoll. Et tous, même ceux qui nous trollent, même ceux qui nous ont insultés. Merci à tous d'être passés sur la BDR TV. Être affilié Twitch signifie pour nous un truc énorme. C'est-à-dire que même en dehors des abonnements et des choses qu'on pourrait lancer sur la chaîne, mine de rien, il y a plus d'1 an, on n'avait pas l'idée de croire qu'on pouvait être affiliate. Et on a réussi à se construire une petite communauté, certes pas bien grande, mais ô combien précieuse pour nous. C'est pas la quantité qui fait la qualité, vous en êtes tous et toutes la preuve, vos avis sont pertinents. L'amour qu'on vous porte, tu peux dire non si tu trouves que c'est des bâtards. L'amour qu'on vous... parce que toi t'es quelqu'un de très froid et méchant depuis que tu joues à WoW. Et tu n'es pas un nain. C'est faux. Non, tu n'es pas un nain. On vous porte un amour, c'est pas la taille qui compte. Exactement, c'est pas la taille du bateau qui compte, mais le mouvement que font les vagues. Et obligé de reconnaître, toi t'es un... J'ai vu, hein. Oui, pas que je suis CPE, j'ai des radars. Et tous les gens qui font vivre la communauté de la BDR, vous êtes précieux pour nous. Jorélis, qui nous a rejoint en cours de route, Fufu. C'est agréable de voir que, vous savez, souvent nous on se voit dans notre réalité parce qu'on n'est pas dans votre réalité, on est tous les deux tout seuls, on en discute beaucoup et on n'a pas l'idée, enfin on visualise pas trop le fait d'avoir des gens qui s'intéressent à notre contenu et qui nous regardent, qui nous suivent. C'est une fierté. Une fierté. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté pour moi. C'est un truc qu'on n'imaginait pas il y a ça 1 an et demi. Un an et demi, même il y a 1 an et demi, on se posait pas la question. Et je voulais rendre hommage parce que c'est important. Il y en a un qui en off. Maradona qui est mort malheureusement. Sans héros. Il veut pas que je parle de lui. Raven m'accompagne dans la vie depuis 3 ans. 20. Toi tu comptes hein. C'est moi le mauvais dans le couple. Moi je sais plus combien de temps ça fait. Parce qu'on m'a posé la question de ça faisait combien de temps que j'étais ici. Donc j'ai dit 23 ans. Et ça faisait 23 ans. 23 ans que Raven et moi on évolue ensemble. Il grandit le gars. Moi à chaque fois que je le vois il prend de la barbe le coquin. Tout ce que vous voyez, la débriefologie, il fait tout. Et je sais que je peux compter. Moi je fais l'animation et la communication et lui il s'occupe du fond technique. J'ai la chance de travailler avec quelqu'un de consciencieux et même s'il a joué à WoW ce mois-ci, franchement il est pardonné avec tout le temps qu'il a donné. C'est un homme de talent. Moi je tiens à te le dire. T'es un gars. Ah t'es un. Mais toi aussi. Merci. Putain ça. Attends. J'ai une poutre dans l'œil. Appelle Babouche.
on pourrait pas vous proposer tout ce contenu s'il n'était pas là. Et alors, je veux quand même dire que Affiliate, c'est une réussite de tous, C'est grave cool. vous et nous. Mais c'est toi qui as l'Oscar, frérot. Ah bon? Parce que toi, quand même, les montages qu'on a fait, tout ça, c'est un truc de ouf. C'est l'une de mes, j'en ai pas beaucoup des fiertés dans ma vie. J'ai mes élèves, j'ai les gens que j'ai rencontrés, que j'ai fréquentés, que je fréquente encore ou que je ne fréquente plus, mais que j'ai aimé. Et l'une de mes plus grosses fiertés, la famille fait partie de l'une de nos plus grandes fiertés. Il fait partie de ma famille, il fait partie de ma plus grande fierté au quotidien, tous les jours. Parce que sachez que quand je suis avec lui, je ne cesse jamais de casser de réalité. Merci Allez. à tous de nous avoir suivis, merci d'avoir vous abonner à la BDR, de faire tourner, de suivre nos partenaires et n'oubliez pas qu'il est toujours important pour vous de casser De réalité. tous les jours, tous les jours, tous les jours.